Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Joseph et Jessica se sont rencontrés pour la première fois lors d'un événement d'église dans leur ville de la Côte. Ils partageaient de nombreux centres d'intérêt, la plage, le cinéma, les sports professionnels, la course à pied, le volley-ball et les soirées. Tout le monde pensait qu'ils formaient un couple parfait. Ils sont devenus un couple lors d'un tournoi de volley-ball, quand Liam, l'ami de Joe, qui devait initialement être le partenaire de Jessica, a dû se désister. Il les a appelés pour leur dire: « Je ne peux pas jouer. Vous deux devriez faire équipe pour le tournoi. » Ils ont accepté et se sont un peu entraînés avant le tournoi. Jessica était intrépide, plongeant pour rattraper la balle et la placer parfaitement. Joe, lui, était grand et fort, délivrant des frappes puissantes. Ils formaient des partenaires parfaits sur le terrain. Ils ont remporté le tournoi et ont fêté leur victoire avec les autres équipes dans un bar. Jessica touchait fréquemment Joe, montrant un grand intérêt pour lui, et Joe était captivé par sa beauté et son contact. Ce soir-là, ils sont allés chez elle. Elle a retiré ses chaussures et s'est installée sur le canapé, tandis qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Waouh, quelle journée incroyable !» a soupiré Jess. « Ça compte beaucoup pour moi aussi », a dit Joe. « Quand Liam n'a pas pu jouer, je pensais qu'on allait perdre. Quand il nous a présenté, je t'ai trouvée mignonne, mais je ne pensais pas qu'on gagnerait. » « Eh bien, on a gagné », a répondu Jess. « Je pense que tu es incroyable au volley. Tu trouves vraiment que je suis mignonne ? Quelque chose comme ça. » La victoire et la fête rendaient tout presque irréel. « Je t'aime vraiment bien », a dit Joe, l'embrassant rapidement sur le front. « Je n'aurais pas imaginé que cette journée serait aussi géniale. » « C'est fou », a poursuivi Joe, quand un ami te demande de faire équipe avec quelqu'un d'aussi attirant que tu n'arrives pas à te concentrer, puis tu découvres qu'elle n'est pas seulement jolie, mais aussi vraiment douée au volley. « Oui, c'était une super journée », a dit Jess. « Tu as toujours la bouche sèche et la tête qui tourne. »« Oui », a admis Joe. Elle s'est rapprochée de lui, son visage à quelques centimètres du sien, et a fait glisser sa main le long de sa cuisse puis sur le bord de son short. « Comment te sens-tu quand je fais ça ? » « Ça t'aide ?» a demandé Jess. « Ça me rend encore plus étourdi et la bouche encore plus sèche », a avoué Joe. « Et ça ?» Elle a remonté sa main le long de la braguette de son short jusqu'à sa taille. Il a perdu le souffle. « Ça ajoute une autre dimension que je n'arrive pas à décrire », a-t-il soufflé. Elle s'est penchée plus près, a plongé son regard dans le sien et a dit: « Ça me force. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» a demandé Joe. « Ça me force à me concentrer sur la façon dont tu m'excites plutôt que sur tes compétences en volley », a-t-elle précisé. « J'ai d'autres compétences en plus du volley », a répliqué Joe. « Je ne pense pas aux compétences pour l'instant », a-t-elle répondu. Il s'est penché et l'a embrassée. Il a senti la douceur de ses lèvres et la caresse de sa langue contre la sienne. Au bout d'un moment, il s'est écarté et l'a regardée, le visage illuminé par la beauté de Jess. « Pourquoi tu souris ?» a-t-elle demandé, les yeux pétillants et les lèvres humides. « Je suis ébahi par tes lèvres parfaites, tes cils gracieux et tes adorables taches de rousseur. »« Tu es parfaite, Jessica », a déclaré Joe. « C'est juste, trop », a murmuré Jess. Ils sont restés silencieux pendant 2 minutes. Une larme a roulé sur sa joue. Elle s'est rapprochée et l'a de nouveau embrassé, sa langue pressée contre la sienne. Sa main est venue se poser sur l'avant de son short, évaluant son excitation. « Je veux voir ce que je peux encore te faire ressentir. »« Viens avec moi », a dit Jess. Elle l'a conduit jusqu'à sa chambre. Rapidement, elle a baissé son short et enlevé son t-shirt. Puis elle a ôté son haut sans manches, révélant son soutien-gorge de sport en dentelle. Elle a souri en voyant son regard osciller entre ses yeux et son soutien-gorge. Elle a ensuite retiré son short et sa culotte, et la bouche de Joe s'est légèrement ouverte devant ce spectacle. Elle a fait un grand sourire, puis a lentement enlevé son soutien-gorge. Elle s'est approchée de lui, a saisi son érection, et son contact lui a coupé le souffle. « J'adore te faire ressentir ça, Joe », a dit Jess, sans détourner le regard. Elle l'a attiré vers le lit. « Je veux que tu me fasses ressentir quelque chose », a-t-elle murmuré en s'appuyant contre le lit, relâchant légèrement sa prise et posant ses mains de chaque côté de son visage pour approcher sa tête. En quelques minutes, il a prouvé qu'il maîtrisait cette tâche aussi bien que le volley.
Juste avant son premier orgasme de la soirée, elle a eu une pensée fulgurante, il est parfait. Après plus d'1 an de relation, leur vie a évolué. Ils ont choisi une île des Caraïbes comme destination de mariage. Après environ 2 ans, ils se sont mariés, se promettant de ne former qu'une seule vie, un seul amour. Ils adoraient faire l'amour, même si Joe avait parfois du mal à suivre le rythme de Jess. Ils ont acheté une vieille maison dans un endroit formidable et, en quelques semaines, ils ont inauguré chaque pièce, ainsi que le jardin par une nuit sans lune. Ils étaient séduisants. Joe avait déjà reçu une offre de mannequinat et Jess avait le visage d'une cover girl. Elle avait un bonnet C et juste assez de forme sur son corps d'1,73 m, 5'8", pour être en bonne santé. Tous deux étaient athlétiques et gardaient une excellente condition physique. Leur situation financière était plutôt bonne, Jess travaillait dans l'équipement technique et Joe dans le développement de logiciels. Ils s'amusaient tout en travaillant beaucoup. Joe aimait le VTT et la photographie, tandis que Jess aimait la cuisine, la pop culture et restait en forme. Elle adorait tester ses connaissances sur la pop culture et montrer ses talents culinaires. Leurs amis et leur famille ne pouvaient imaginer un couple plus parfait, ils faisaient tout ensemble et étaient d'accord sur presque tous les sujets, même la politique. À une époque où il était mal vu d'être conservateur, ils l'étaient tous les deux, s'accordant sur les candidats et les référendums lors des élections locales. Tout désaccord était immédiatement résolu, même devant les autres. Les amis souriaient en disant « Oui, ils sont parfaits l'un pour l'autre ». Ils excellaient dans leur travail et étaient respectés dans leurs équipes. Le travail de Joe en développement logiciel a même aidé Jess lorsqu'elle a eu des problèmes avec un nouveau logiciel dans son entreprise. Un soir, il l'a entendu se disputer dans leur bureau et est allé voir. Après qu'elle lui a expliqué le problème, il a écrit une petite routine qu'il a résolue. Son travail s'est accéléré et le programme a mieux fonctionné pour tout le monde. Elle l'a remercié abondamment, à la fois verbalement et physiquement. L'entreprise a attribué le mérite de l'amélioration du programme à Jess, et Joe a réutilisé ce bout de code dans son propre travail. Ils visaient une belle vie, gérant leurs finances pour profiter de vacances, d'une meilleure maison et de meilleures voitures. Parfois, Jess recevait de grosses primes sur des projets majeurs. Alors, ils évaluaient le marché, achetaient et rénovaient des maisons puis les louaient. Après 7 ans, ils étaient propriétaires de 3 maisons et d'un appartement. Joe gérait les rénovations et la perception des loyers, résolvant les problèmes et effectuant des améliorations comme l'installation de serrures électroniques, de caméras de sécurité et la réparation des arroseurs automatiques. Toutes ces activités prenaient son temps libre, tandis que Jess travaillait davantage dans son entreprise. Un samedi, peu après leur 9e anniversaire de mariage, Joe prévoyait de travailler sur le système d'arrosage de la pelouse d'une propriété en location. Jess se sentait en manque d'attention personnelle et décida de prendre les choses en main. « Joe, chérie, avant que tu ne perdes ton temps avec ces tuyaux d'arrosage, j'ai besoin d'aide pour un problème », a lancé Jess. « Il y a une fuite visible », a-t-il crié depuis l'arrière de la porte du garage, prêt à partir avec son camion. « Il n'y a pas tant de tuyaux qui passent par le plafond de notre chambre. »« Tu ferais mieux d'y jeter un œil », a-t-elle répondu. Il a posé ses outils et est monté à l'étage. En entrant dans la chambre, il s'est figé, la bouche grande ouverte. Elle était allongée sur le lit, ne portant que des pinces sur sa poitrine et tenant un petit jouet vibrant. Ses genoux étaient relevés et écartés. « Que ? Quoi ?» a lâché Joe. « Oh, chérie !» a-t-elle gémi en respirant lourdement. « Je pense que tu devrais rester à la maison et traîner juste ici, maintenant. » Ses sourcils étaient froncés et ses lèvres entr'ouvertes. Réalisant qu'il retenait son souffle, il a laissé tomber ses clés de voiture et arraché ses vêtements. Poser des tuyaux est une tâche très complexe qui exige beaucoup de réflexion et de mesure. Mener le projet à terme nécessite du creusage, du filetage et de l'insertion de tuyaux. Ce jour-là, il n'a pas quitté la maison, mais il a fait beaucoup de mesures avec les yeux et de réflexion avec ses lèvres et sa langue. Quant au creusage, au filetage et à l'insertion des différentes parties, tout s'est déroulé si parfaitement qu'ils ont tous deux connu plusieurs orgasmes à la fin de la journée. Ils avaient déjà discuté d'avoir des enfants quand leurs finances le permettraient. À présent, ils possédaient plusieurs maisons et avaient un compte bancaire à 6 chiffres. Joe était prêt à passer à l'étape suivante avant de prendre de l'âge. Cependant, elle souhaitait encore attendre un peu pour atteindre quelques objectifs de carrière et s'assurer d'une sécurité financière totale. Elle a obtenu une promotion et a eu l'impression de faire une vraie carrière,
pas juste un travail. Pour leur 10e anniversaire de mariage, ils ont gagné une compétition de cornhole lors d'une fête organisée par leurs amis et leur famille, sous le thème « Parfait l'un pour l'autre ». Ensuite, ils ont fait une tournée de 4 jours dans des vignobles, louant 2 limousines. À leur retour, Joe et Jess ont commencé à enlever leurs vêtements dès qu'ils ont passé la porte et ont célébré leur anniversaire dans le salon, dans l'escalier et dans la chambre. La vie était belle, ils étaient parfaits l'un pour l'autre. Jess a été promue directrice des services divisionnaires dans son entreprise et était ravie de l'annoncer à Joe. Ils ont fêté ça au restaurant, l'AD, et, de nouveau, chez eux le soir. Elle a fait la connaissance d'un nouveau collègue, Curtis Stanley, grand, beau et en bonne forme. Il était le nouveau directeur des nouveaux comptes et se rendait dans leur département chaque mois. De nombreuses femmes du bureau étaient attirées par son sourire facile, ses costumes à la mode, sa coiffure stylée et son attitude charmeuse. Dans l'entreprise, les relations romantiques entre différents niveaux hiérarchiques étaient découragées, mais il n'y avait pas de règles strictes contre celles au même niveau. La PDG, Myriam, était une mère divorcée de 2 enfants qui aimait la compagnie de jeunes hommes séduisants. Curtis remarqua Jess et pensa « Bon sang, Jess est sacrément canonne ». Après avoir entendu parler de son mariage, parfait, il se dit qu'aucun mariage ne pouvait être parfait sans quelques aventures physiques. Curtis et Jess déjeunaient souvent ensemble pour parler affaires, puisqu'ils étaient tous 2 directeurs. Curtis fit des recherches approfondies sur le travail du mari de Jess, ses lieux préférés, ses activités et plats favoris. Il constata qu'elle était vraiment fière de ses accomplissements et de sa récente promotion. En réunion ou lors de déjeuner, il orientait souvent la conversation pour mettre en valeur ses succès, la féliciter, et lui faire sentir qu'elle devenait une personne meilleure et plus précieuse grâce à ses réussites. L'entreprise de Curtis concentrait son travail de nouveau compte à New York, car elle y avait plusieurs clients potentiels. Or, les comptes ciblés par Curtis se trouvaient dans la zone de Jess. Il lui demandait souvent de venir à New York pour expliquer comment sa division fournirait un excellent service une fois qu'un client signerait le contrat. Elle excellait dans cet exercice, et il s'assurait que ses contributions soient valorisées, ce qui lui valait des éloges de la part de son patron et de ses collègues. Il avait habilement orienté les discussions professionnelles pour mettre en avant la valeur et la qualité de Jess, soulignant à quel point la direction était heureuse de la voir. Lors de ses visites à New York, Curtis veillait à l'emmener dans les meilleurs endroits et aux événements les plus intéressants. Jess attendait avec impatience le temps passé avec Curtis. Quelques mois après sa promotion, elle devint très impliquée dans tout cela, et ses rapports intimes avec Joe diminuèrent. Joe tenta d'engager plusieurs discussions sur leur couple, discussions qui se transformaient généralement en plaintes de sa part sur son travail et le stress. Pour se faire pardonner, elle projeta de surprendre Joe pour leur anniversaire en réservant un voyage en Italie pour septembre, un pays qu'il avait toujours rêvé de visiter. Elle lui annonça en mai, et ils fêtèrent la nouvelle en restant au lit une journée pour regarder ensemble les lieux à visiter. Quelques semaines plus tard, son entreprise organisa une retraite de direction en juillet à Miami, à laquelle elle devait participer. Elle prit une décision importante et en parla à Joe au dîner. « Joe, chérie, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. »« Par quoi veux-tu commencer ?»« Dis tout, bébé, » répondit Joe. « D'accord. J'ai décidé que, pour économiser de l'argent et continuer à développer notre famille, le voyage de septembre en Italie cette année est reporté à une date ultérieure, et on partira à Miami en juillet à la place. » Joe garda le silence pendant au moins 1 minute. « Je croyais que tu allais juste à une retraite de direction à Miami en juillet, bébé ? » Oui, mais c'est super pour nous. On aura l'hôtel payé par l'entreprise pour la semaine, donc on économise beaucoup d'argent. C'est une destination de vacances géniale, une ville de fête, avec plein de belles plages et de restaurants. Je parie même qu'on pourra jouer au volley sur la plage. Mais si tu travailles, comment fera-t-on pour jouer au volley ou faire quoi que ce soit ensemble ? Demanda Joe. Le travail devrait se terminer à l'heure du déjeuner chaque jour, et on pourra rester le week-end suivant pour être certain d'avoir du temps rien que pour nous, chérie. Eh bien, bébé, je pense qu'on a déjà suffisamment d'argent sur nos comptes, et j'aimerais vraiment passer une semaine à Miami. Mais je ne vois pas pourquoi on doit annuler notre voyage en Italie. Je n'ai pas le poste depuis si longtemps et je ne veux pas partir aussi loin pour 2 semaines. Je ne pense pas qu'on puisse un jour avoir trop d'argent à la banque, mais ce n'est pas le sujet. J'ai déjà annulé les billets pour septembre. Il faudra tout reprendre une autre fois. Maintenant, on peut réfléchir à des choses sympas à faire à Miami.
La discussion ne changea rien. Joe décida de réserver un restaurant en avance et de se renseigner sur les tournois de volley pendant leur séjour à Miami. Avant de partir, Jess entreprit un autre voyage à New York. Elle ne donnait jamais de détails sur ses soirées et, quand il lui demandait ce qu'elle faisait après le travail, elle évoquait généralement des dîners de travail avec des clients potentiels ou un gros problème avec un client de la côte ouest qui occupait ses soirées au fuseau horaire de la côte est. Miami était un endroit formidable pour se détendre et profiter de la plage, les restaurants y étaient excellents. Ils arrivèrent un dimanche après-midi, s'installèrent à l'hôtel, puis passèrent un peu de temps à la plage. Ils firent même 1 heure de volley en disputant quelques matchs. Le soir, c'était la soirée d'accueil, et Jess demanda si Joe pouvait y assister. Myriam, la PDG, l'autorisa. Au dîner, Jess passa du temps avec Curtis, ce qui ne plut pas à Joe. Quand il suggéra qu'elle reste près de lui ou qu'il s'en aille, elle lui rappela qu'il s'agissait de travail, insistant sur le fait qu'ils étaient là pour une retraite professionnelle. En voyant Joe rester dans les parages, Myriam, qu'il avait toujours trouvé à son goût, se mit à discuter avec lui. Elle savait qu'il était technicien dans un autre secteur et qu'il était compétent. Après quelques verres, elle devint aguicheuse, lui caressant le bras du bout des doigts et lui saisissant le poignet. Joe refusa poliment ses avances et s'esquiva en allant aux toilettes. Myriam se sentit embarrassée et n'apprécia pas. La soirée se termina enfin. Joe réussit à convaincre Jess de prendre un dernier verre au bar, mais Curtis les rejoignit rapidement et écourta leur moment. Ils décidèrent donc d'aller se coucher. Dans leur chambre, Jess était trop fatiguée pour toute activité amoureuse, comme Joe s'y attendait. Ses journées de travail s'étiraient bien souvent jusqu'à 17h, et 4 soirées étaient réservées à des événements uniquement pour les dirigeants, si bien que Joe se retrouvait souvent dans le couloir de l'hôtel à attendre qu'elle en ait fini. Il joua un peu au volley et profita de la plage, bondée de femmes séduisantes, mais ce n'était pas leur attention qu'il voulait. Myriam, encore irritée d'avoir été éconduite par Joe, entendait Curtis débiter des remarques acerbes sur les gens en dessous du niveau de direction. Plus tard, elle participa avec lui à des discussions sur l'embauche en se servant de Joe comme exemple de « petits ouvriers » opposés aux superviseurs. Miami ne fut donc pas une grande célébration d'anniversaire pour Joe. Même en comptant les week-ends, ils n'eurent des rapports qu'environ 4 fois. Jess, en revanche, repartit avec un sentiment d'enthousiasme pour son poste dans l'entreprise. À leur retour, la vie reprit son cours habituel. Joe travaillait, tandis que Jess passait beaucoup de temps à New York. Chaque fois qu'il l'interrogeait, il obtenait les mêmes réponses vagues. Mi-septembre, il tenta de relancer la conversation. « Bébé, jusqu'à cette année, je ne pensais pas que ta boîte se focalisait tant sur New York. Qu'est-ce qui a changé ? Tu as raison, chérie, ce n'était pas le cas avant, mais maintenant on se développe vite et ça nous aide d'avoir une masse critique de clients au même endroit. Comme ça, nos équipes peuvent gérer plusieurs problèmes en un seul déplacement. » « Mais pourquoi c'est toi qui t'occupes de la vente ?» demanda Joe. Myriam dit qu'avoir quelqu'un du service après-vente lors d'une partie du processus de vente augmente le taux de signature. Et ça marche bien. Tout ça fait partie d'une campagne qui va durer 1 an. Ça devrait ralentir après. L'entreprise continuera à chercher des contrats, mais on mettra l'accent sur les services plutôt que sur la vente. J'ai encore 2 réunions à New York cette semaine, puis juste un déplacement dans le Midwest la première semaine d'octobre, expliqua Jess. Joe se réjouissait de la voir à la maison la semaine suivante, en espérant qu'une fois cette grosse campagne terminée, ils pourraient retrouver leur rythme. Ils étaient devenus comme des colocataires, et leurs rapports intimes ne dépassaient pas 4 fois par mois. Jess revint de New York un vendredi. Joe l'accueillit avec un steak grillé et son vin préféré. Elle le serra dans ses bras et lui donna un bref baiser. Un peu plus tard, elle se servit un 2e verre de vin. « Merci pour ce repas merveilleux, chérie, on dirait que c'est les vacances, » dit Jess. Joe répondit. « Bébé, je suis juste content que tu sois à la maison pour la semaine à venir. J'espère qu'on pourra se détendre un peu. » « Cette détente sera trop courte, mon cœur, » répliqua Jess. « Comment ça ?» fit Joe, soudain sur la défensive. « Je dois retourner à New York samedi soir, demain. Je pensais que tu serais là toute la semaine prochaine ? Et le week-end » s'énerva Joe. « Je suis vraiment désolé, c'est comme ça que le plan s'effondre, » dit-elle, un ton sec. Joe se leva et rangea la vaisselle en silence. Elle resta assise comme une « chef »,
l'observant aller et venir dans la cuisine et la salle à manger, tout en sirotant son vin. Ils parlèrent à peine pendant qu'il nettoyait. Sentant que la soirée serait gâchée, il alla dans la buanderie et commença à mettre le linge en machine. « Tu as quelque chose à laver avant de partir, Jess » cria-t-il. « Non, ce n'est pas la peine, Joe, tout est propre, répondit-elle. « Tu viens à peine de rentrer. D'habitude, c'est cher de faire la lessive à l'hôtel. Ta boîte paie pour ça, demanda-t-il. Non, je l'ai fait dans l'appartement de Curtis, avoua Jess. Quoi? Pourquoi? C'est là que tu loges ces derniers temps à New York. Joe la regarda, muet, l'esprit en ébullition. Ça n'a pas de sens. Tu cherches à économiser de l'argent ou quoi? Non, ce n'est pas une question d'argent. Écoute, il va falloir qu'il y ait du changement dans nos vies, dans ma vie. Bientôt, j'aurai 40 ans dans le rétroviseur. Quand je regarde ma vie, je veux y voir certaines choses. Si ma vie continue comme ça n'arrivera jamais. Les 2 dernières réunions à New York m'ont ouvert les yeux. Joe, je suis maintenant directrice, je travaille avec la direction générale. Je collabore avec un autre directeur de l'entreprise depuis des mois. Après le travail, on va à des spectacles de Broadway ou au Metropolitan Museum of Art. On dîne au Rainbow Room ou chez Luger, on fait des trucs chics et amusants. Ils portent toujours des costumes impeccables sur mesure et me traitent comme une reine. Voilà les images que je veux dans ma vie. Joe, tu es un chic type et on a passé de bons moments, mais je ne vois pas quelqu'un comme toi dans la vie dont je rêve. Tu resteras toujours un bon gars, un beau gars, qui se contente d'être un sous-fifre du service, le type qui installe des serrures et répare les arroseurs. Tu ne deviendras jamais un dirigeant, tu ne seras jamais ce que je veux, ni ce dont j'ai besoin. Nous sommes juste des personnes différentes. Mais, bébé, on avait parlé d'enfants et de notre futur ensemble, insista Joe. Je ne pense pas que mon corps ait le temps de s'arrêter pour faire des bébés. Ça n'arrivera pas, Joe, répliqua Jess. Bon sang, est-ce que tu couches avec ce type à New York, cria Joe, la voix qui montait. Tu n'as pas le droit de me poser cette question, rétorqua Jess. Pourquoi pas? Je suis ton mari, la personne que tu as épousée et à qui tu disais autrefois que tu l'aimais, insista Joe. C'est mon corps. Je couche avec qui je veux. Même si je voulais coucher avec toute l'équipe de football américain des Giants de New York, ça ne te regarde pas. Je pense que je ne t'ai jamais vraiment aimé, ni n'aurais dû t'épouser. Comprends que c'était une erreur et sois adulte. Je vais demander le divorce. Et ne m'appelle plus bébé. Ce n'est pas approprié pour quelqu'un qui n'est plus ta femme ou ne le sera plus. On ne dormira plus jamais dans le même lit, conclut Jess. Joe resta comme pétrifié. Plusieurs pensées se bousculaient dans son esprit, frapper cet abruti, raisonnait Jess, la jeter dehors, faire ses valises et partir. Qu'avait-il fait de si horrible pour qu'elle aille voir ailleurs? Était-il vraiment trop petit, comparé à Jess ou à l'autre type? Laisse-moi comprendre. Jess, tu divorces de moi parce que tu préfères être avec un autre homme que tu juges meilleur que moi, c'est ça? Demanda Joe en essayant de ne pas perdre son sang-froid. Oh, non. Ouais, on peut dire que c'est un résumé honnête, Joe. Quand j'ai été promu, tu n'as rien ressenti, on a fêté ça, on a parlé de l'impact sur nos projets d'enfants. Depuis, j'ai compris qu'on est trop différents, expliqua Jess. Pourtant, tu m'as toujours dit qu'on était parfaits l'un pour l'autre. Pourquoi plus maintenant, après avoir passé du temps avec un idiot de directeur? C'est lui qui t'a mise dans la tête cette idée, demanda Joe. Ce n'est pas juste à cause de lui, et il s'appelle Curtis. D'autres personnes le voient aussi, dit Jess. Qu'est-ce que les autres disent ou laissent entendre? Que je ne suis pas assez bien pour toi, s'étonna Joe. Des gens que tu connais et respectes, répliqua Jess. Ah oui? Comme qui? Myriam, tu sais, et Gloria, la directrice financière, ainsi qu'un autre directeur, énuméra Jess. Je croyais que Myriam m'aimait bien. Donc tout ton nouveau groupe de direction pense que je suis en dessous de toi? Allez, n'insiste pas. Qui prend la chambre d'amis? Toi ou moi? On ne peut plus partager le même lit, poursuivit Jess. Mon Dieu, Jess, je crois que tout ce temps à New York signifie que tu couchais avec cet autre mec. Joe, c'est fini, trancha Jess. Tu as raison, bébé. Je prends la chambre d'amis, dit Joe.
Pendant que Jess était à New York, Joe chercha un avocat spécialisé en droit de la famille. Il rencontra une blonde séduisante, au regard pétillant mais au visage sérieux. « Comment puis-je vous aider, Joseph ? » ? « Appelez-moi Joe, s'il vous plaît, et je préfère vous appeler Mélanie ou Mel, si ça ne vous dérange pas. J'ai besoin d'aide pour un divorce. » Elle lui demanda des détails pour lui donner les conseils adéquats. Elle vérifia l'éventualité de violences physiques, s'enquit de sa volonté de se réconcilier, puis lui donna une liste de démarches à faire pendant qu'elle préparait les documents légaux. Joe commença à prendre les mesures nécessaires pour séparer leurs finances et autres responsabilités légales, comme la propriété des voitures. Diviser les maisons fut difficile, mais il élabora avec Mel une offre équitable. Joe informa leur cercle d'amis et leurs proches de la situation, ce qui provoqua un appel furieux de Jess depuis New York. « T'es vraiment un idiot. Qui t'a autorisé à annoncer notre divorce à nos amis et à la famille ?» cria Jess. « C'est toi, Jess, » répondit Joe calmement. « Quand, rugit-elle. Quand tu as dit que tu divorçais et que tu préférais vivre avec cet imbécile de New York, lui rappela Joe. Je pensais qu'on se contenterait de l'évoquer lors de réunions de famille, pas d'en faire une énorme annonce. En plus, je ne t'ai pas permis de dire ça, s'emporta Jess. Qu'est-ce qui ne va pas dans la formulation ? Demanda Joe, perplexe. Jess relut le message envoyé par sa sœur. Malheureusement, je dois annoncer que Jess a décidé de négliger ses vœux de mariage et de prendre un nouvel amant dans son entreprise, qui l'a séduite. Nous ne pourrons plus participer à des événements en tant que couple uni. Merci de respecter la sensibilité de la situation et de nous permettre de mettre fin à notre mariage au plus vite. Qu'est-ce qui te dérange, Jess ? On dirait que je suis une idiote qui s'est laissée séduire par quelqu'un de plus malin ou plus influent, fulmina Jess. Je maintiens ce que je pense. Mais de toute façon, peu importe, c'est déjà envoyé. Tu voulais divorcer, et je ne resterai pas marié à toi, même si je t'aimais encore la semaine dernière. Comme tu me l'as fait remarquer, c'est inapproprié de rester avec quelqu'un qui se conduit en traînée assumée. Je suis allé me faire dépister pour les MST, j'attends les résultats. Je te suggère de faire de même. S'il a couché avec toi pendant que tu étais marié, il a peut-être couché avec d'autres femmes imprudentes, également séduites par lui. Espèce d'idiot, cria-t-elle en raccrochant, faillit jeter son téléphone sur la table. Malgré une petite satisfaction, Joe dormait mal. Il ne cessait de se demander ce qu'il avait bien pu faire de mal. Les souvenirs de tous les bons moments passés ensemble tournaient en boucle dans sa tête, leurs voyages, les endroits où ils avaient fait l'amour, de mille et une façons. La nourriture n'avait plus de saveur. Leurs avocats respectifs firent leur travail, et les biens furent répartis. Ils conservèrent chacun leur compte de retraite, séparèrent leurs comptes bancaires, fermèrent leurs cartes de crédit pour en reprendre de nouvelles à titre individuel. Joe ne voulut plus vivre dans la maison qu'ils avaient habitée quand ils étaient amoureux, alors elle la conserva. Il garda l'appartement, plus proche du centre-ville et censé mieux correspondre à la nouvelle image de Jess. Les documents furent modifiés et enregistrés. Il s'installa dans un autre appartement, car les 2 maisons restantes étaient louées de façon permanente. 2 mois après que Jess eut annoncé qu'elle voulait du changement, ils ne se parlaient plus que pour les questions légales. Il leur arrivait de se croiser à la même église ou à des événements communs. La première fois, elle vint avec Curtis et insista pour le présenter de nouveau à Joe. « Curtis, dit-il en tendant la main et en souriant, j'ai beaucoup entendu parler de toi, Joe. » Joe le fixa dans les yeux, sans lui tendre la main. « J'aurais aimé savoir où ça menait quand je t'ai vu à Miami la première fois. » Il jeta un coup d'œil à Jess, hocha la tête et tourna les talons. Au fil du temps, Joe classa leurs amis communs en 2 catégories, ceux à qui il pouvait faire confiance et ceux qui rapporteraient tout à Jess. Il décida que certaines personnes ne feraient plus partie de son cercle rapproché. Il pouvait encore faire un match de baseball ou boire une bière avec eux, mais ne leur confierait plus jamais ses pensées ou ses sentiments profonds. Joe conclut que Neil Sedaka avait raison, breaking up is hard. Ses amis au travail, eux, se montrèrent très solidaires. Son patron, Evan, l'appela dans son bureau. « Joe, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Ça doit être très dur. Si tu as besoin de temps ou juste de parler, je suis là. J'ai vécu des problèmes de couple avant et parfois, discuter aide à prendre des décisions, à s'organiser. Merci, Evan, pour ta gentillesse. Je sais que c'est difficile de tout gérer dans ce genre de situation. Et si tu penses à la vengeance,
fais gaffe à ne rien faire d'illégal, comme frapper le gars. Quelques minutes de satisfaction ne valent pas des années de galère judiciaire. C'est peut-être un bon conseil, Evan, merci. Maintenant que tu le dis, je me demande quel genre de vengeance je pourrais envisager. Bonne question. Il existe différents types de vengeance. Vois ça comme un problème de programmation, Joe, liste tout, fais un cahier des charges, évalue les risques, définit ce qui est inacceptable, comme la violence, et examine les possibilités de représailles dans divers domaines, peut-être financiers, peut-être juridiques, ou dans la sphère sociale. Sois créatif, comme tu le es au boulot, répondit Evan. D'accord, tu me donnes à réfléchir, reconnut Joe. Joe retourna s'asseoir, puis obtint de pouvoir utiliser la salle de réunion. Il dressa un vieux tableau sur un chevalet et y inscrivit divers types de vengeance, astérisque astérisque social astérisque astérisque, astérisque astérisque financière astérisque astérisque, astérisque astérisque professionnel astérisque astérisque, astérisque astérisque estime de soi astérisque astérisque et astérisque astérisque légal astérisque astérisque. Il rassembla ensuite quelques amis proches du boulot pour brainstormer. À leur demande, il ajouta 2 catégories, la astérisque astérisque douleur physique astérisque astérisque et la astérisque astérisque douleur technique astérisque astérisque. Ils firent un tableau à double entrée, avec, à gauche, les catégories et, à droite, des idées de vengeance. Les idées fusaient librement, sans censure, ce qui donna un mélange de propositions loufoques et de pistes sérieuses. En fin de journée, Joe photographia le tableau, le rangea dans un carton vide et le déposa dans un placard au fond de la pièce. Evan l'appela pour dire qu'il espérait que Joe se sentirait mieux, réitérant son offre d'aider, mais lui demanda de limiter l'usage du temps de travail d'autrui avant le déjeuner et après. Joe le remercia de sa compréhension. Le lendemain, un ami de l'église, qui jouait au racquetball avec Joe, lui demanda: « Tu comptes participer au tournoi annuel de volleyball sur la plage le mois prochain ?» « Je n'y avais pas pensé, » répondit Joe. « Mon ancienne partenaire et moi, on a rompu. »« Je sais, mais ça te mettait toujours de bonne humeur. »« Tu pourrais te mettre en équipe avec des copains ou autres, » proposa l'ami. « Probablement pas cette année, » répondit Joe. « D'accord, je l'ai juste mentionné parce que j'ai vu Jess s'inscrire. Elle a opté pour le double mixte. » « Ah. Quelle est la date limite d'inscription ? » ? « Une semaine avant l'événement. » « Ok, merci pour l'info, » conclut Joe. Après y avoir réfléchi toute la nuit, Joe retourna au bureau et ressortit le tableau. Il y ajouta une nouvelle ligne, astérisque astérisque résultat sportif astérisque astérisque, sous les autres. Pendant la pause déjeuner, il réunit sa « team vengeance » et examina de nouveau les idées. Le même jour, il passa quelques coups de fil et alla boire un verre avec un vieil ami de fac. Le lendemain, Ben, l'un des complices du « brainstorming vengeance », vint voir Joe dans son bureau et ferma la porte. « Joe, jusqu'où veux-tu aller dans cette histoire de vengeance ? » ? Bonne question, pourquoi ? Parce que beaucoup de ce qu'on a mis dans le tableau, c'était pour rigoler, et certaines choses peuvent être criminelles, comme la violence physique, expliqua Ben. C'est vrai, vous avez ajouté ça pour plaisanter. Je ne vais pas tuer qui que ce soit. Bon, je n'aurais pas de remords si ce crétin disparaissait, mais je ne ferai rien pour l'éliminer. Et je ne reprendrai jamais Jess. Je ne pourrai plus jamais ressentir quoi que ce soit de fort ou lui faire confiance, répondit Joe. Ok, bonne mise au point. Mais il y a d'autres choses qui pourraient avoir de graves conséquences. Si jamais tu pensais la récupérer, tu voudrais éviter ça. Plus jamais, je ne renouerai avec elle sur cette terre. Je voulais juste lui montrer à quel point elle avait perdu gros. Je veux qu'elle comprenne qu'on ne piétine pas l'amour et la confiance de quelqu'un sans conséquence. L'amour et la confiance sont essentiels à une vie épanouie, et elle a anéanti tout ce que j'attendais de la vie, moi qui l'aimais et lui avais tout donné, s'emporta Joe. D'accord, Joe, répondit Ben, puis il hésita. Quoi, Ben ? demanda Joe. J'ai encore quelques détails à peaufiner, après on pourrait en parler à Evan ou à quelqu'un qui s'y connaît en droit. Je te recontacterai, dit Ben. Joe continua sa vie. Certains jours étaient meilleurs que d'autres. Il se concentra sur son travail et le volley. Il trouva une nouvelle coéquipière et s'inscrivit quand même au tournoi de l'église. Au bureau, il effaça la ligne « douleur physique » du tableau et reporta en rouge à côté « né en sang au volley ». Puis il se remit sérieusement à ses projets professionnels,
sans nouvelles de Ben. Son patron n'en reparla pas. Le tournoi de volley-ball de l'église était un grand événement, accueillant des équipes d'États voisins et d'autres églises, dans le cadre d'un programme ouvert à tous, même si on n'allait pas à l'église. C'était bien plus qu'un petit événement du dimanche, comme celui que Jess et Joe avaient remporté 10 ans plus tôt. Cette année, il commençait le vendredi et se terminait le dimanche midi, suivi d'une grande remise des prix et d'un barbecue. Jess et Curtis étaient une équipe dynamique et arrivèrent en finale du double mixte. Joe et sa nouvelle partenaire, Didi, Hugh, allaient les affronter. Didi était une femme splendide, la trentaine, avec des yeux verts et une flamboyante chevelure rousse qui formait comme une auréole. Sa peau, couverte de taches de rousseur dues au soleil, s'étendait sur son grand corps d'1,83 m, 6 pieds, bonnet B, et elle portait un maillot manche 3/4, identique à celui de Joe, formant leur uniforme. Pour la finale, il y avait habituellement un public nombreux, mais les rumeurs de « match revanche » attirèrent encore plus de spectateurs. Tout le monde voulait voir s'il y aurait des éclats d'émotion. La foule était massive. Un problème potentiel aurait pu susciter des tensions. Joe refusa de serrer la main de ses adversaires avant le match, prétextant une blessure au bras qu'il ne voulait pas aggraver. Le match commença sans problème particulier, à l'avantage de Joe et Didi plus que de Jess et Curtis. Ces derniers étaient rapides et puissants, alors que Joe et Didi se déplaçaient comme des danseurs de ballet sur le terrain, semblant toujours se trouver au bon endroit pour envoyer la balle ou placer un smash. Didi était d'une grâce incroyable, capable de sauter très haut pour frapper ou bloquer, ce qui laissait le public en admiration. Dans la deuxième manche, à environ 5 points, Joe cessa de viser les espaces libres et se mit à cibler les jambes de ses adversaires. À un moment, il fit mine de frapper dans l'angle vide mais changea sa trajectoire au dernier instant pour envoyer le ballon en plein visage de Curtis, qui s'écroula. Le jeu fut interrompu quelques minutes pour stopper le saignement de son nez. Après cela, Joe ne visa plus son adversaire. Le match s'acheva rapidement, en 2 sets secs, 21-4, 21-10, une écrasante défaite pour Jess et Curtis. À la fin, les équipes se retrouvèrent au filet pour se serrer la main. Joe tendit la sienne et Jess demanda. « Et ton bras, alors ?»« Ça va, madame, » répondit Joe. Puis il ajouta, assez fort pour que tout le monde entende, « Bravo pour le match. » Mais à voix basse, pour qu'elle seule l'entende, il murmura, « Vous êtes une équipe de losers. » Jess retira brutalement sa main et voulut le frapper, mais Joe esquiva avec la même agilité que sur le terrain. Elle le fusilla du regard, vérifiant si quelqu'un avait entendu. Personne n'était assez proche. La plupart des spectateurs crurent que la réaction de Jess était liée à de la jalousie, la classant comme « mauvaise perdante ». La cérémonie de remise des prix se déroula sans incident. Jess fut très contrariée d'apprendre que, pour la première fois, la plaque gravée sur le trophée perpétuel inclurait non seulement le nom des vainqueurs, mais aussi ceux des finalistes et le score. Lors du barbecue de l'après-midi, Liam s'approcha de Didi. « Dis, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. On s'est déjà rencontrés ? » ?»« Je ne pense pas, Liam, » répondit-elle, « mais on me le dit souvent. » Joe expliqua. « Didi et moi étions amis à la fac. On jouait souvent ensemble au volley. Elle était toujours la meilleure, et elle a fini par rejoindre la deuxième équipe américaine de beach volley pour les Jeux olympiques. Elle s'est blessée à la cheville et a dû abandonner plus tôt que prévu, mais elle est souvent apparue à la télé et ça lui arrive qu'on la reconnaisse. »« Ah, je comprends, » admit Liam. Plus tard dans la soirée, après que Joe ait raccompagné Didi, elle l'invita à prendre un dernier verre chez elle. Une fois changée et installée sur son canapé, elle déclara. « Je sais que tout ça a commencé comme une revanche, mais pendant nos entraînements et ce tournoi, j'ai vraiment aimé être à tes côtés, Joey. » Elle se pencha et l'embrassa longuement. Elle termina le baiser en faisant glisser sa langue sur ses lèvres. Quand il ouvrit les yeux, il vit les siennes, humides, ses lèvres bien dessinées, et en baissant le regard, ses épaules fines, la ligne élégante de son cou, et le haut de sa poitrine constellé de légères taches de rousseur. Son regard revint dans les yeux verts de Didi, qui brillaient dans la lumière douce. « Didi, j'adorerais découvrir davantage de choses avec toi, mais pas maintenant. Au départ, je ne te voyais que comme un moyen de gagner contre mon passé. Or, je crois que je veux bien plus que ça. Mais en cet instant, tout paraît être un prolongement d'une vieille histoire. Tu mérites mieux que d'être un simple reflet de mon passé, dit Joe. C'est plus que juste.
Je comprends ta vision des choses. Je ne veux pas être le reflet de quelqu'un, répondit Didi. Ils terminèrent leur verre de whisky et convinrent d'un rendez-vous 3 semaines plus tard. Il la salua d'un baiser doux et rentra seul chez lui. Le divorce devint officiel, et Jess et Joe vivaient désormais séparés, légalement. Ils se tenaient au courant de certains grands événements, car ils habitaient le même quartier, avaient les mêmes amis et allaient à la même église. Un dimanche, après l'office, Joe tomba sur Jess sur le parking. « Tu ne vas pas me féliciter ?» lança Jess. « Je pensais que ton corps, trop précieux, ne voulait pas porter d'enfant, Jess. » Ou le sperme de haut niveau de Curtis était-il trop irrésistible, répliqua Joe. Ça devait être du sperme haut de gamme, parce que ce n'était pas prévu, répondit Jess. Depuis combien de temps, demanda Joe. 7 mois, avoua Jess. Donc tu n'as même pas attendu la fin du divorce pour tomber enceinte? Le sperme haut de gamme était vraiment pressé, railla Joe. Loser. Comme je te l'ai déjà dit, on part bientôt à Monte-Carlo pour les vacances, avec Curtis, enchaîna Jess. Perdre à la fois sa dignité et ses valeurs, c'est un vrai voyage. Pense à prendre un sac pour vomir, au cas où, répondit Joe, s'éloignant. Au revoir, loser, conclut-elle en montant dans sa voiture. Les décisions étaient prises, les actes accomplis, la vie suivait son cours. L'entreprise de Jess commença à avoir de sérieux problèmes qui compliquèrent encore les choses. Myriam, ainsi que la directrice financière et le directeur juridique, étaient tous sous pression. Comme souvent dans les sociétés modernes, le stress se propagea dans toute l'organisation. Plusieurs personnes furent licenciées, et les budgets furent restreints. Le problème de fond venait d'un différend juridique à propos de leur logiciel. L'entreprise sous-traitante qui avait développé un logiciel clé pour Jess et son équipe avait utilisé du code appartenant à une autre société, sans autorisation. Or, la boîte de Jess avait payé pour ce produit et partageait sa propriété, elle était donc tout autant responsable. Pire encore, l'entreprise de Jess et la société de développement avaient vendu des versions modifiées du programme à d'autres clients. Le logiciel existait depuis plusieurs années, et personne ne se souvenait de qui était responsable de l'utilisation de ce code piraté. Des licenciements eurent lieu chez le développeur, et les frais de justice montèrent en flèche pour la société de Jess. Le propriétaire légitime du code exigea des droits de licence et la totalité des bénéfices engrangés, plus des pénalités. Après des mois de négociations, l'option restait la même, soit la société de Jess arrêtait d'utiliser le programme et s'exposait à de graves conséquences, temps nécessaires pour en développer un autre et risque de fermeture, soit elle entrait dans un accord de licence onéreux avec un paiement initial élevé qui décroîtrait sur 10 ans. Pour couvrir les charges élevées du départ, l'entreprise eut de plus en plus de difficultés. Les salaires et les commissions furent réduits ou carrément supprimés. Quand la grossesse de Jess arriva à terme, elle et Curtis étaient à peine de simples colocataires cordiaux. Un jour, elle rentra et trouva la plupart des affaires de Curtis empaquetées. Il était en train de vider le dernier placard. « Mais qu'est-ce que tu fais, chérie ?» demanda-t-elle. « Je viens de démissionner. J'ai un nouveau job sur la côte ouest, je dois y aller, mon avion part bientôt, répondit-il. Tu vas revenir quand? Notre bébé va naître d'un instant à l'autre, dit-elle, la voix tremblante. Je ne prévois pas de revenir. Tu as une assurance pour couvrir l'accouchement, répliqua Curtis, impassible. Mais, comment je vais faire pour l'élever et m'en occuper, s'alarma Jess. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que ce n'est pas pour moi. Tu sais quel genre de personne je suis, Jess. J'aime les bons restos, les musées d'art et les vacances à Monte-Carlo. Je n'aime pas les couches, les poussettes et reporter mes voyages à cause d'un enfant, rétorqua Curtis. Curtis. Comment peux-tu dire ça? Je pensais que tu m'aimais. Je croyais qu'on retrouverait notre vie normale après l'accouchement. Le supplia Jess. Je dois y aller, Jess. Salut, répondit Curtis en fermant la porte. Jess s'effondra sur le canapé, en sanglots incontrôlables. Soudain, elle sentit un flot de liquide. Oh mon Dieu, je perds les os. Pensa-t-elle, tentant de se reprendre. Elle appela son amie Gloria. Gloria, tu peux venir? J'ai perdu les os, et Curtis vient de partir à l'aéroport. Au Seigneur, Jess, je ne peux pas, je suis à 2 heures d'ici chez ma sœur. Et c'est Anita ou Suzanne, répondit Gloria en raccrochant. Jess appela Anita, qui ne répondit pas, puis Suzanne,
dont la boîte vocale n'était pas configurée. Son corps la pressait de toute urgence. Elle se traîna jusqu'à la chambre, attrapa son sac pour la maternité et se dirigea vers la voiture. Elle eut du mal à s'installer dans sa BMW, mais parvint à ouvrir la porte, lancer son sac sur le siège passager et se glisser au volant. Après un demi-mile, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus conduire avec les contractions. Elle se rappela qu'une autre personne, tout près, pourrait peut-être arriver rapidement. Elle composa son numéro. « Allô, c'est, entendit-elle. Oh, Dieu merci, Joe. Est-ce que tu es chez toi? J'ai besoin de ton aide, tout de suite. Oui, je suis là, je me préparais pour la soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles? Pas le temps. Je suis dans ma voiture, dans la rue devant les appartements Ashton Glen. Viens tout de suite, c'est une question de vie ou de mort, implora Jess. Je ne pense pas que tu sois en danger de mort, mais j'arrive, c'est tout près, répondit Joe. Merci beaucoup. Elle raccrocha. Une nouvelle contraction la fit hurler. Elle laissa ses phares allumés et mit ses feux de détresse, tentant de gérer la douleur. Joe arriva 3 minutes plus tard, se garant devant la BMW, éclairée par ses feux. Il descendit de son Audi jaune canari et s'approcha de la voiture. Elle baissa la vitrée, entre deux contractions, réussit à dire. Merci. Merci d'être venu, Joe. Tu as un problème mécanique, Jess? Demanda-t-il. Non. J'ai perdu les os. Le bébé arrive. J'ai besoin que tu m'emmènes à l'hôpital. Expliqua Jess. Où est Curtis? S'étonna Joe. Il vient de partir à l'aéroport. Il ne peut pas revenir? Non. Il m'a quitté. Je ne peux pas conduire. Aide-moi. Joe saisit son téléphone. Allô, opérateur? Oui, il y a une femme enceinte juste en face des appartements Ashton Glen, sur Avenel Drive. Ses os ont rompu, elle est dans une BMW grise avec les warnings allumés. Pouvez-vous envoyer une ambulance? Je vous passe son numéro si besoin. Il lui rendit son téléphone. Tu peux m'emmener à l'hôpital, Joe? Je ne veux pas salir ma nouvelle voiture. Murmura Jess, affaiblie. D'où tu sors cette voiture? Elle a l'air très chère. Et ce costume, Joe, il est magnifique. Demanda-t-elle, à bout de souffle, tandis qu'une contraction la secouait de plus belle. Il se trouve que le programme que j'ai écrit pour aider au développement du nouveau logiciel de ta société appartient en réalité à mon entreprise. Mon contrat stipule que tout ce que je crée leur appartient. Mais quand un employé produit un fort flux de revenus, il touche une part de ses bénéfices. Comme ta boîte a vendu l'usage de ce logiciel à d'autres, tous ses clients doivent payer d'énormes licences à mon entreprise. Tu te souviens des primes à 6 chiffres que tu touchais parfois? Moi, j'ai reçu un chèque à 7 chiffres. Et il y en aura d'autres. Une nouvelle contraction la coupa. Jess suffoquait. Joe ajouta. Jess, je vois bien que tu ne peux plus parler. L'ambulance va arriver. Je dois partir. J'ai un rendez-vous. Salut, Jess. Une autre contraction l'empêcha de protester. Joe fit demi-tour et rejoignit son Audi flambant neuve. Joe, reste, au moins jusqu'à l'arrivée, de l'ambulance. Et ma voiture? Supplia Jess. Je ne crois pas, Jess. Ça, c'est le rôle d'un mari ou, à la rigueur, d'un père. Joe? Appela-t-elle d'une voix agonisante, en ouvrant la portière. Joe s'arrêta, se retourna et dit. Je crois qu'on peut affirmer que cet idiot reste un idiot et que toi, tu es une garce infidèle. Vous vous méritez bien. Au fait, vous avez tous deux perdu le tournoi. Puis il monta dans sa voiture et s'éloigna. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.